Bienvenue chez l'Afrique en jeune. Pour cette édition du 8 mars, la place de la femme, c'est chez Diaspora africaine. Mon poste de responsable QHSE inclut le management de 2 personnes, tous de mes aînés, avec un senior et un jeune. Il y avait une liste énorme en fait par rapport à la partie technique, mais moi j'avais un focus sur la partie management. Parce que j'appréhendais vraiment, je me disais comment moi, à 22 ans, est-ce que je vais réussir à manager ces 2 personnes? C'est pas parce que tu n'as pas connu 3 personnes, 4 personnes, tu n'es pas intégré avec tes camarades à l'école que voilà, tu vas rester au niveau 0 en termes d'intégration. Non, je suis l'exemple que ça peut évoluer. Maintenant, comment est-ce que tu t'imagines dans 10 ans dans ce pays? La réponse c'était je ne m'imagine pas. Mais ce que je disais, c'est que moi, je ne me dis pas aujourd'hui, je vais arrêter de travailler pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Moi, je me vois vraiment faire plusieurs métiers, en fait. Me reformer à chaque fois, me donner la possibilité de faire plusieurs métiers, un peu comme si j'avais plusieurs vies. Si là, je te demande de décrire une femme africaine, qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi vous les femmes, vous portez beaucoup de pantalons? pourquoi vous ne portez plus les jupes? Pourquoi vous ne portez plus les robes? Vous portez les pantalons. Tu es C'est sérieux une là? question. Oui, ma question est très sérieuse. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora africaine. Donc moi c'est Wilfried Zemtsa et avec Yvan Fomat, on vous parle Afrique, on vous parle diaspora et surtout on parle entre jeunes. Donc en effet ici on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et cela dans le but d'en faire des armes de développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Donc aujourd'hui nouveau sujet, nouveau thème, deuxième numéro du podcast L'Afrique en jeune et sujet un petit peu spécial parce qu'on aborde aujourd'hui un sujet au goût du jour ou plutôt au goût du mois. Donc on va parler aujourd'hui de la femme, qu'on est dans le mois de mars, le mois de la femme. Donc le sujet du jour c'est femmes africaines en diaspora ou plutôt jeunes femmes africaines en diaspora. Donc on va aborder comme ça toutes les situations auxquelles font face les jeunes femmes africaines qui évoluent en diaspora et le but sera de partager nos points de vue sur les différentes thématiques et comme ça contribuer à catalyser le mouvement. Donc bonjour à vous, Merci bonjour à tous. Bienvenue chez l'Afrique en jeune. Et pour cette édition du 8 mars, la place de la femme, c'est chez Diaspora africaine. Très bien dit. Donc vous vous doutez bien qu'aujourd'hui on n'est pas seul. Hein. On va pas aborder ce sujet sans avoir une femme sur le plateau. Donc on a une invitée aujourd'hui. J'ai nommé Hilary Djomo, donc qui a bien voulu nous faire cet honneur de partager le plateau avec nous aujourd'hui pour échanger sur cette thématique. Je vais peut-être lui passer la parole pour ceux qui ne la connaîtraient pas, pour qu'elle se présente en quelques mots. Hilary Djomo. Bonjour tout le monde. Merci Wilfried et Yvan de m'avoir invité pour votre deuxième numéro. Un plaisir. Donc je suis Hilary Djomo pour me présenter. J'ai 22 ans et je suis diplômée depuis 2022 de Polytech Nancy. Mon parcours académique, il est assez simple, je dirais. Il est assez simple. Donc j'ai intégré Polytech Nancy en 2017 après avoir eu mon bac C au Cameroun. Donc sur le campus de Douala, où j'ai fait les 2 années de prépa et j'ai continué ensuite sur le campus de Nancy, ici en France, où j'ai intégré la spécialité énergétique, mécanique, matériaux, environnement. Et au fini du parcours, donc, j'ai ce diplôme-là avec une option industrie et environnement. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, voilà,
Je suis ingénieure consultante et le poste que j'occupe en lui-même, c'est un poste de responsable QHSE sur un site industriel de recyclage. Donc voilà. D'accord. Parcours très très intéressant et je dirais même brillant. Mais il y a une partie qui m'interroge, c'est que tu nous dis que tu as commencé ton cursus au Cameroun et ensuite après tu es arrivé continuer en France, donc à Polytechnique Nancy. C'était quoi le type d'échange, c'était quoi le parcours? Comment est-ce que tu as fait pour faire cette transition là du Cameroun jusqu'ici? Ça pourrait intéresser nos auditeurs, hein. Je te demanderais déjà la transition dans quel sens? Parce que tu as commencé tes études au Cameroun. Comment est-ce que ça s'est passé pour arriver ici? Est-ce que tu as changé d'école? Est-ce que tu as postulé pour arriver dans une nouvelle école ici? Ah, Est-ce que c'est un partenariat? Ça s'est passé comment? d'accord, ok. C'est vrai que dans la présentation, je ne l'ai pas dit. Donc, j'ai intégré Polytech Nancy par la voie du concours. Je pense que comme toutes les autres personnes qui ont intégré Polytech Nancy, en tout cas sur le campus de Douala au Cameroun. Donc voilà, et j'ai été sélectionnée parmi des personnes. Enfin, j'ai été sélectionnée comme plusieurs personnes Oui. après le concours. Tu as passé le concours. Voilà, Tu faisais partie des meilleurs. Je sais pas si je faisais partie des meilleurs, mais en tout cas, c'était un concours. Je sais qu'il y en a qui ont été sélectionnés, il y en a qui n'ont pas été sélectionnés. D'accord. Ok. Ouais, c'était juste pour avoir la précision parce que je me disais que ça pourrait être intéressant de savoir comme ça qu'il y a qu'il existe des programmes d'échange qui permettent de quitter, d'intégrer l'université au Cameroun et puis ensuite de continuer en France. Enfin, à l'étranger. En l'occurrence, en France, pour ce qui est de ton cas. Ok, vu qu'on en parle, est-ce que toi, après le bac, tu t'es dit, je vais chercher un concours pour aller dans un pays étranger et quitter le Cameroun? C'est vrai que pas forcément. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Moi, je me voyais tu te voyais non, pas pilote. Je me voyais classiquement. Je passais mon bac. Je faisais le concours de médecine, voilà, et j'intégrais l'école de médecine au Cameroun, et voilà, je faisais les années d'études qu'il fallait faire, et ensuite je devenais médecin. Au Cameroun. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, c'était un rêve, en tout cas, comme tout enfant, chaque enfant, en fait, a son métier de rêve, et moi, c'était mon métier de rêve. D'accord. Mais les choses ne se sont pas passées, voilà, enfin, se sont passées comme elles devaient se passer. J'ai une amie qui a parlé de l'école à Tes parents? Voilà, mes parents. À ta famille? Voilà, qui était quand même pas mal intéressante, et aussi l'opportunité derrière, voilà, de pouvoir étudier, voilà, à l'étranger était aussi pas mal intéressante. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. De toutes les façons, j'ai envie de dire un peu quelque part que j'avais pas trop le choix. J'avais pas trop le choix parce que finalement le concours je l'avais pas passé. Donc, je n'avais pas eu le concours de médecine. Donc est-ce que tu dirais aujourd'hui que le pari il est gagnant ou pas? Ou est-ce que tu es encore sur la voie? Est-ce que tu sais te prononcer sur la question? Pour le coup, jusqu'ici, franchement, je suis très reconnaissante et je dirais que le pari il est en train d'être gagnant quand même. D'accord. Parce que tu nous as parlé de ton poste actuel que tu occupes, responsable QHSE. Je voulais peut-être avoir plus de précisions dessus, mais je préfère qu'on entre dans le sujet du jour. Donc la jeune femme africaine en diaspora, et au cours du traitement de ce sujet, on pourra aborder comme ça tous les éléments qui encadrent ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Donc sens-toi libre de prendre des exemples dans ton quotidien pour étayer sur ce sujet-là. Mais avant d'entrer dans le sujet, on a une question pour toi. Ça, c'est une question qu'on pose à tous les invités de diaspora africaine. Qu'est-ce que tu penses du Back to Africa, le retour en Afrique? Quelle est ta position sur le sujet? La question, vas-y. The question. Je sais pas dans quel sens tu posais la question tout à l'heure en me demandant si le pari est gagnant. Mais j'ai envie de te dire, du coup, si tu te bases sur ma réponse à ma question tout à l'heure, ça peut déjà te donner une idée de ce que je pense du Back to Africa. Oui. Je pense. Après, on en a parlé dans le dernier podcast. Là, Back to Africa, avant de Back, tu es d'abord parti. Donc, tu es parti, tu es là, le pari est gagnant, ça on a compris. Mais est-ce que tu te vois rentrer, retourner? Est-ce que c'est dans tes projets proches, futurs? Euh... C'est pas
à définir, ça dépend de certains Sincèrement, critères. par rapport aux discussions que j'ai pu avoir avec les personnes autour de moi, c'est une question que je me suis déjà posée, je dirais. Et C'est un très bon début, hein. oui, Très bon effectivement, début. Oui. effectivement, c'est déjà bien de se poser la question. Et je dirais que je n'ai pas encore la réponse à cette question, ou alors je dirais que s'il fallait répondre obligatoirement, je penche encore plus vers le non que le oui. En fait, je me cherche encore des raisons pour me dire, ok, je vais rentrer au Cameroun, faire quelque chose, ou continuer. Est-ce qu'on la cuisine ou pas, Ivan? Vous Non, pouvez non, me non. cuisiner, il n'y a pas de souci. On la cuisine, On finit à son parcours. Peut-être au cours du podcast, on va au cours du podcast, on pourrait être on comprend, Donc, ce qu'on comprend peut-être pour faire un rappel mémoire de ce qui avait été dit. La dernière fois, c'est que tous les deux, on avait constaté que lorsque on abordait cette question dans notre entourage, la réponse était soit non, soit je ne sais pas. Ouais, Donc, ouais. les gens n'avaient pas assez d'éléments pour répondre à la question. On vous invite d'ailleurs à aller sur la précédente vidéo, donc podcast numéro 1, pour là-dessus, on partage des éléments qui peuvent être intéressants pour ceux qui se posent encore la question. Et voilà, on t'invite à regarder la vidéo. On va pas Ok. retraiter le sujet dans ce podcast, mais bon, on espère que dans le déroulé, on pourra aborder certains aspects. Moi, j'ai une question du coup. Le thème d'aujourd'hui, c'est jeunes femmes africaines de la diaspora. Quand tu arrives, Un attends, ça thème te lourd, concerne. hein? Quand tu arrives, Oui. tu arrives à la diaspora, Mhm. tu es plus jeune que tes camarades de classe dans ta formation. Tu as obtenu le diplôme plus tôt. Donc, tu es jeune par rapport à ton milieu. Tu arrives dans un milieu d'ingénieurs. Donc, tu es une femme. Ça se voit. Et Je pense que ça tu es africaine. Bon, ça se voit par rapport à la population, quoi. Oui. Tu es une minorité, en fait, dans le milieu. C'est ce que je voulais dire. Une minorité dans une minorité, c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Et africaine, justement, Ouais. minorité dans une minorité. Donc, comment toi, tu le ressens de vivre trois critères qui te définissent, mais qui, dans le milieu dans lequel tu évoluais, faisaient de toi une minorité à chaque fois? Je sais pas. Est-ce que tu l'as ressenti? Je dirais que, sincèrement, comme l'âge, ce critère, heureusement, je l'ai pas à l'esprit tout le temps, en fait. Je ne me cantonne pas à ça. Je ne pense pas à ça tout le temps. Je fais juste les choses comme il faut les faire, que ce soit quand j'étais encore en école ou alors aujourd'hui professionnellement. C'est vrai que souvent, on vit des situations au travail où on avait vécu des situations quand on était à l'école. Et quand on se pose, on se dit, ah, peut-être que c'était à cause de ça. Est-ce que c'est parce que je suis jeune? Est-ce que c'est parce que je suis une fille? Est-ce que c'est parce que je suis africaine que j'ai laissé passer ça? Ou alors que telle personne a affiché tel comportement en mon Vis-à-vis de toi. égard? Oui. Est-ce qu'il y a un exemple ou bien c'est chaud? Oui, est-ce qu'il y a un exemple? Est-ce que tu peux nous raconter nous dire peut-être généralement quels sont les défis que tu as rencontrés de par ta position de jeune femme africaine en diaspora, et si tu as des exemples pour étayer, ça serait encore mieux. J'aurais peut-être plus des exemples pour le fait d'être jeune que pour le fait d'être jeune femme africaine. Ok. Je pense. Le fait d'être jeune, et ça sera plus professionnellement. Dans le cadre professionnel, en tout cas. D'accord. C'est dans le cadre professionnel que je pourrais tirer des exemples. Mais sinon, pour le côté femme africaine, sincèrement, je ne pense pas. Ou alors les situations me sont passées sous le nez. J'ai pas forcément remarqué, mais je ne pense pas avoir déjà vécu quelque chose de. Oui. Bon. Oui. Extra. Bon, c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs cas. C'est soit tu n'as jamais vécu la situation, ça peut arriver. Ça peut être tu as vécu la situation, mais tu n'arrives pas à justifier ou mettre dans le contexte forcément. Donc on comprend très bien ta position. Mais du coup, ton parcours il est triplement intéressant. Comme Yvan l'a dit tout à l'heure, tu es jeune, tu es une femme en diaspora et puis tu es une africaine. Donc tu as pris le pont de l'aspect jeunesse. Donc parce que l'idée c'est aussi d'inspirer les jeunes demoiselles comme toi et qui s'intégreraient comme ça dans le milieu professionnel, leur dire comment est-ce que ça se passe, que ça peut être possible, quels sont les petits tips, les petites astuces comme ça qui peuvent être utiles à la majorité. Donc tu as parlé de l'aspect jeunesse. Quel est
cet exemple-là que tu peux nous Ou raconter? bien aujourd'hui, en tant que responsable, t'as Oui. responsable, QHSE, QHSE, responsable quand même, parce que bien quand on sûr. entend responsable, c'est un mot assez lourd. Donc, si tu Ouais. peux, voilà, donner plus d'éléments, ça serait... J'espère que je ne me suis pas perdue dans ta question. C'était d'avoir des exemples par rapport à l'aspect jeune. Exemple de défi que tu rencontres en Oui. vivant dans la diaspora. Il y a plusieurs, Dans la- tu es triplement concerné, comme Yvon l'a dit. Donc, si tu en as un, on le prend. Si tu en as trois, on le prend. Ok. Le défi. Le premier qui me vient à l'esprit, justement, est lié à mon poste. Parce que et le premier obstacle, en fait, je dirais que c'était moi. Enfin, je dis c'était parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous dirai pourquoi. D'accord. Mais s'il faut faire un peu la petite histoire, mon poste de responsable QHSE demande de manager, c'est écrit dans le poste, inclut le management de 2 personnes. Et ces 2 personnes sont, je vous décris les profils, c'est un monsieur qui a à peu près 50, 55 ans et un autre jeune qui a à peu près 25 ans, entre 25 et 28 ans. Okay. Voilà. Donc, tous deux tes aînés. Oui, tous 2 mes aînés, avec un monsieur, donc disons Un senior. voilà, un senior et un jeune. D'accord. 2 profils qui ne sont pas du tout les mêmes, je dirais. Et quand je disais que j'étais mon propre obstacle, c'est parce que quand on m'a présenté le poste, il y avait une liste énorme, en fait, par rapport à la partie technique, par rapport aux connaissances sur le site et tout, par rapport au métier en lui-même. Mais moi, j'avais un focus sur la Sur la partie partie. management. Parce que j'appréhendais vraiment, je me disais, comment moi, à 22 ans ou 21 ans, parce que j'ai commencé l'année dernière, du coup, quand j'ai commencé, j'appréhendais, en fait, je me disais, ouh là là, est-ce que je vais réussir à manager ces 2 personnes? Je voyais pas, je m'en fichais du côté technique, de ce qu'il fallait apprendre. Mon focus, c'était, est-ce que je vais réussir à manager ces 2 personnes-là? Comment est-ce D'accord. que ça va se passer? J'appréhendais pas mal. Et franchement, aujourd'hui, après quelques mois, c'est vraiment un top, c'est vraiment nickel. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc, pour moi, je vois ça comme, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais je vois ça réellement, enfin, je voyais ça réellement comme un défi. Tout à fait. Et je parle aujourd'hui à l'imparfait ou au passé pour dire que finalement, j'ai, entre guillemets, vaincu ce défi par le biais de beaucoup de choses. Déjà, j'ai essayé, peut-être que vous voulez que je parle des défis, mais de comment aussi j'ai réussi Oui, bien sûr, vas-y. à Vas-y. surmonter ces défis. La première chose, c'est de se dire, en tout cas pour moi, ça a marché, c'est de me dire que je vais y arriver. C'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est de faire les choses avec les personnes. Heureusement pour moi, bon, heureusement et malheureusement, parce que la personne qui est senior, ça s'est bien passé parce qu'il était déjà dans comment je veux dire ça, c'était quelqu'un d'assez Mature. ouvert, enfin c'est un adulte quoi, il est là pour, il n'est pas trop dans l'opposition, je dirais, dans les tâches. La collaboration est assez fluide. Il n'y a pas de guerre d'ego. Voilà, il y a pas de guerre d'ego, il y a pas de, moi je me disais plutôt que je vais avoir un peu du mal avec la personne plus âgée, mais non, au contraire. C'est assez fluide. Quand il y a un souci, il m'appelle. Quand j'ai un souci, je l'appelle. Il débarque dans mon bureau pour me parler des sujets. Moi, voilà, c'est assez simple. Par contre, avec le jeune, j'ai eu un peu plus de mal parce que c'est un jeune, justement. Et je ne suis pas dans le jugement, bien sûr. Je ne juge pas, mais j'ai quand même ressenti à plusieurs reprises que voilà, il y avait peut-être un certain malaise du fait que voilà, il était jeune et que moi j'étais sa responsable. Donc pour le coup, comment j'ai fait, c'était vraiment de le mettre dans un esprit de confiance. C'est-à-dire ne pas forcément lui montrer que je suis la chef et que lui, il est la personne qui va exécuter. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de tâches, beaucoup de sujets sur lesquels c'est exactement ça. Je dis, tu dois faire ça, il doit le faire, il doit me rendre compte. Mais surtout que déjà, c'est quelque chose que je n'aime pas, me mettre un peu au-dessus, enfin, passer pour celle qui est un peu au-dessus des personnes. Donc, avec lui, c'était un peu plus difficile, mais finalement, j'ai compris qu'il fallait
Peut-être que je suis en train de me perdre. Mais je suis Non, en train vas-y. de donner comment je dis ça, les solutions aux défis. Donc, la première chose que j'ai dite, c'est que il fallait que je me dise que je vais y arriver. Motivation personnelle. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me manque peut-être souvent, mais pour le coup, je me suis motivée à fond en me disant que je vais y arriver. Et avec le jeûne, j'ai essayé d'instaurer comme Un environnement de un confiance. environnement de confiance, voilà. En effaçant, pas complètement parce qu'il faut quand même ça, en effaçant quand même le lien chef et Oui, voilà, c'est technicien, le système dans lequel tu baignes, hein. Que tu es en Europe, donc c'est le management pas par la bienveillance. Ouais, pas la bienveillance, Ici, oui. à l'opposé d'autres systèmes où on peut être un petit peu plus dur. Voilà, on pourra peut-être aborder le sujet sur d'autres vidéos. Et c'est très intéressant ce que tu viens de raconter. Enfin, tu nous as parlé d'un de tes défis, liés notamment à ta jeunesse, défis que tu as su relever avec brio même, je dirais. Et moi, je retiens, Yvan donnera peut-être, il nous dira peut-être ce qu'il a retenu, mais moi, je retiens que ce qui t'a aidé à surmonter ce défi, c'est que au-delà de tous les aspects qui pouvaient être entre guillemets handicapants, ta performance et ta compétence ont primé. Donc j'ai envie de dire ici, Merci. c'est avec plaisir. Donc la compétence, on est dans une société où la compétence prime, la compétence et la performance. Après, euh, ça n'empêche pas qu'il y ait des foyers de discrimination qui peuvent être liées à la jeunesse, discrimination qui peuvent être liées à l'origine, tu es une africaine, discrimination qui peuvent être liées au genre, tu es une femme. Donc on est dans une société où ça peut arriver, tu peux avoir des foyers comme ça, mais euh, ça peut être positif, on peut le prendre sur l'aspect positif. Peut-être toi tu n'as pas eu à le subir profondément dans le déroulé de ton histoire, de ton expérience. On voit que tu n'as pas trop subi, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y en a d'autres Oui, effectivement, oui. qui le vivent assez profondément. Et puis je pense que c'est important de dire à ceux-là que ça peut arriver et ça peut être aussi un élément positif, c'est-à-dire le fait d'être différent fait en sorte qu'il y a une sorte d'attention particulière qui est portée sur toi. Et puis c'est l'occasion là de surprendre les gens, quoi, de leur montrer que ce qu'ils pensaient n'est pas forcément la bonne chose. Donc c'est un point positif d'arriver dans un milieu où on est différent des autres. Et voilà, ça donne l'occasion de pouvoir montrer ce qu'on a réellement dans le ventre. Et je pense que c'est indirectement ce que tu as fait. Ils vont peut-être un Et truc à ouais, rajouter. pour rebondir, je reviens déjà. Moi, je trouve déjà c'est incroyable d'avoir des expériences managériales à 22, 23 Si ans. jeune, Franchement, 22 ans. ouais, ça c'est déjà ouf. Et pour rebondir, tu as abordé, bon, vous en avez parlé, tu as dit que tu ne voyais pas, bon, les labels qu'on t'a donnés, jeune femme africaine, c'est juste des labels, hein. Tu ne les as pas vus, quoi, comme des critères qui pouvaient de victimisation discriminatoire. Et moi, je pense que c'est surtout ça, c'est l'attitude que tu avais avec ça, parce que en fait, on ne peut pas tu ne peux pas te sentir être une victime avec des critères sur lesquels tu n'accordes pas d'importance, tu vois un peu. Oui, oui, quelque part, oui. Si tu Si n'y prêtes pas attention. si tu n'y prêtes pas attention, si dans ton mindset, tu n'as jamais compris ou bien vu pourquoi ça pouvait être un problème quelque part, à un moment donné, ça ne sera pas un problème. Et si c'est un problème, tu vas te concentrer sur d'autres points pour les améliorer, comme toi, sur la communication, ta manière de manager. Parce qu'il y en a plein qui auraient pu se cambrer sur le fait que non, il réagit mal parce qu'il pense que je suis une femme noire, et une femme noire ne dirige pas un homme blanc, tu vois ce genre de truc. Oui, c'est, Et il faut pas être dans ce genre d'attitude, sinon on n'avance pas. Non. Parce que les problèmes sont souvent terre à terre, hein. Il y a pas de... oui, J'ai quand même eu les occasions comment je dis ça, c'est parce qu'on parle aujourd'hui que ça me vient à l'esprit, parce que je repense à une ou deux situations que j'ai vécues justement avec le jeune. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis peut-être que, je ne sais pas, hein. Encore aujourd'hui, je dis, je ne sais pas. Mais si j'étais quelqu'un qui disait, je suis femme, je suis jeune, je suis africaine, si ces critères-là étaient quelque part au fond de ma tête, quand vous m'avez posé la question au départ, je vous aurais relaté ces situations-là. Oui. Mais pour ma part, oui, j'y pense là quand on en parle, mais pour ma part, non. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Ça va, franchement, c'est pas... Tu te contentes de faire ton travail.
Exactement. Mais c'est C'est peut-être vrai que parce que c'est pas facile tous les jours. c'est peut-être parce que tu le fais bien, entre guillemets. Tu n'as pas eu des biais comme ça par lesquels on pouvait, rentrer pour, voilà, En fait, si tu t'atteindre. veux, les situations m'ont un peu irritée, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, ce n'était pas ces critères-là. Ce n'était pas de me dire, ah, ils agissent comme ça parce que je suis jeune, parce que je suis femme et parce que je suis africaine. D'accord. D'accord. Donc, on comprend très bien ton point. C'est intéressant de voir que tu arrives à évoluer dans un environnement en faisant fi de cette féminité-là et sur quoi cette féminité africaine. Donc, ça prouve que Ça prouve que la victimisation ne fait avancer personne. Voilà. non, c'est pas question de. Je pense pas que ce soit question de victimisation. Je pense que c'est des situations que les gens vivent réellement et puis on le voit. Pardon, on le voit souvent. Il y a des remontées d'expérience qui font état de ce que le fait d'avoir des caractères entre guillemets discriminants peut conditionner le comportement que les gens ont vis-à-vis de toi. Après, c'est pas des situations universelles, on va dire. Il y a des gens qui arrivent à passer entre entre les mailles du filet parce qu'ils sont peut-être ils sont peut-être tombés dans le bon environnement. Comme moi. Voilà, il y a des gens qui sont tombés dans le bon environnement. Il y a des gens qui, de par leur personnalité, dégagent quelque chose d'autre qui fait en sorte que ça puisse contrer ça. Mais c'est une situation réelle que les gens vivent. Et je pense même qu'il y a plus de gens qui le vivent que de gens qui ne le Après, vivent il faut pas. s'en rendre Donc, compte d'où aussi. le sujet. Voilà, il faut s'en rendre compte. Il faut Et s'en rendre compte. voilà, il faut s'en rendre compte. Et je disais il faut quand même le garder dans un coin, dans un coin de la tête parce que c'est pas c'est pas un problème à annihiler quoi, c'est pas un problème sur lequel il faut passer, il faut le garder dans un coin de la tête. Mais comme tu l'as dit et comme tu l'appliques, je trouve que c'est très bien, c'est bien souligné dessus. C'est qu'il faut pas non plus en faire une obstination. Donc tu fais ce que tu as à faire au quotidien, tu délivres les performances pour lesquelles tu es là où tu es. Et puis si ça se passe bien, tu t'adaptes en conséquence. Si ça se passe mal, tu t'adaptes, mais si ça se passe bien, tu poursuis ta mission. Donc, c'est un très bel état d'esprit que je pense que les jeunes africaines, parce que vous êtes à l'honneur aujourd'hui, hein, les jeunes africaines qui nous suivent, voilà, pouvons en tirer meilleur. Est-ce que quand tu... Ok, bon, prochaine question. Est-ce que quand tu arrives ici, tu ressens des différences culturelles entre toi et tes camarades de promo françaises? Est-ce que tu as du mal à être ami avec elle à cause d'une certaine attitude? Bah, bien évidemment, ouais. Hein. Bien évidemment. Et il y a bien évidemment des différences culturelles. Être ami, moi, je n'ai jamais forcément cherché à être ami. Surtout dans le cadre académique. Je ne le dis pas en mal, hein, parce que tu as dit ami. Je ne sais pas si tu disais amitié dans le sens de tisser des relations ou alors dans le sens de juste faire connaissance et garder de bonnes relations avec les personnes, je ne sais pas. Faire connaissance. Quand moi je regarde mes 3 années passées, c'était 3 ans. Oui. Quand je regarde mes 3 années passées, c'est vite passé. Et sur les 3 ans, finalement, j'ai pas fait connaissance avec beaucoup de personnes. Je dirais que les connaissances se faisaient au moment où il fallait faire les travaux de groupe. Ouais, Et c'est ça surtout se ça. cassait après. Connaissance pour les travaux. Après, Oui, oui. on n'a pas eu de chance. Il y a eu le Covid. On n'a pas le passé. Ah oui. Mais ouais, tu es arrivé en 2020, 2019, 2020. Oui. Donc, Oui. Covid 6 mois après. Mm. Fin de Covid 6 mois avant la fin de ton... Très bien d'avoir souligné ça. Ouais. Tu es éveillé. Je pense que la question, c'est celle de l'intégration. Ouais, c'est ça. Ah, C'est celle sur laquelle vous étiez en train de développer. Comment ça s'est passé ton intégration, déjà sur le plan académique, parce que, je crois que tu l'as dit, tu as fait 3 ans de formation académique. Comment ça s'est passé ton intégration académique et après, peut-être ton intégration professionnelle? l'intégration académique, l'intégration avec les personnes sur le campus. C'est ça, oui. Ici. Moi, je dirais, enfin, s'il faut donner, s'il faut jauger, je dirais que c'était une intégration moyenne. J'ai pas forcément cherché à beaucoup trop m'intégrer, à participer à toutes les soirées, à participer à
à toutes les sorties organisées par l'école, à intégrer tous les groupes, comment on les appelle déjà, un peu comme le BDE. Oui, les Le groupes. bureau des élèves. Oui, Ouais. tous ces groupes-là, franchement, après, c'est par rapport à ma personnalité. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire. Ah, il Au faudrait. contraire, il faudrait le faire pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir découvrir ces personnes et découvrir aussi la culture. Mais pour moi, par rapport à la personnalité que j'avais, le fait d'être un peu, pas timide, pas renfermée sur moi, mais ne pas forcément chercher à avoir du monde, m'a permis de me dire, ah, bah, tant pis, hein, si je, c'est pas quelque chose qui m'attirait forcément, tu vois. Donc, l'intégration, pour moi, c'était moyen. Après, j'ai pas mal vécu mon intégration. Euh, j'arrivais quand même à discuter avec 2-3 personnes de ma promo. D'accord. Après, tu me diras 2-3 personnes sur 100 personnes. C'est peut-être peu, je sais pas. C'est déjà beaucoup. Si je te parle de mon cas, franchement. J'ai envie de demander comment est-ce que tu as vécu ton arrivée en France. Parce que là, tu dis que tu n'as pas forcément poussé très loin dans l'intégration. Après, tu n'étais pas non plus réfractaire. Tu interagissais quand même avec les gens dans le cadre des activités à l'université, peut-être légèrement en dehors, mais tu n'étais pas forcément à fond dans ce processus d'intégration-là. Après, à côté, il faut dire que tu as quitté ton pays d'origine où tu as fait la majorité de tes années. Donc, normalement, lorsque tu arrives en France, tu n'as pas une base d'amis assez élargie. Et très souvent, on sait que les étudiants, leurs premiers amis, ce sont leurs camarades de classe. Donc, comment est-ce que tu as réussi à évoluer dans un environnement où tu n'es pas très proche de tes camarades de classe et en dehors de l'école, tu n'as pas forcément tous tes amis de présent parce que tu les as laissés peut-être dans le pays d'où tu viens. Comment est-ce que tu as vécu cette partie-là de ta vie? Je dirais franchement, je l'ai pas mal vécu. Je sais pas si c'est parce que les années sont passées que je vois un peu flou par rapport à avant, mais je l'ai pas mal vécu. Comme tu as dit, les connaissances que j'avais, c'était mes camarades de promo qui venaient du Cameroun. Donc avec ces personnes, c'était bien évidemment plus facile. En plus, on était à peu près tous dans les mêmes résidences. Donc après, on se voyait je pense même qu'on se voyait plus quand on était en résidence, quand on rentrait le soir, quand on se voyait à l'école, parce que chacun était un peu dans sa spécialité. Suivait ses cours en fonction de sa spécialité. Oui. À côté de ça, je faisais aussi d'autres activités, dont on en parlera peut-être plus tard, Oui. qui m'occupaient pas mal. À côté de ça aussi, je devais étudier. Parce qu'il faut pas négliger ça aussi, il faut du temps pour réviser. Oui. Donc finalement, j'étais pas mal occupée. Après, j'étais pas mal prise, donc franchement, je ne sentais pas forcément le besoin de me dire, ah, tiens, il faudrait que je me fasse une connaissance de plus. Et en plus, il faudrait que cette connaissance-là soit française, ou alors fasse partie de mon école, ou alors soit le français de mon école. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, non, on va très bien. Je sais pas si j'ai répondu. Non, je veux pas Je me permets d'appuyer un peu dessus parce que c'est pour arriver. Ne pas me lâcher. C'est pour arriver quelque part. Ok. Parce qu'il y a un truc que tu as dit au début de l'émission. Et on va revenir. Donc, je suis en train de préparer le terrain. J'ai envie de savoir parce que, on sait que très souvent, lorsqu'on arrive à l'étranger, la première année, ou même peut-être les 2 premières années, c'est des années d'acclimatation parce qu'il faut dire que c'est des milliers de kilomètres de distance. C'est une culture totalement différente, c'est un environnement différent que ce soit en termes de transport, en termes de nourriture, en termes d'activité, c'est totalement différent. Donc, il faut un peu de temps pour s'acclimater. Et si on doit mettre à disposition une énergie pour s'acclimater, c'est plus compliqué de développer des relations interpersonnelles avec les gens. Donc, normalement, le développement de ces relations interpersonnelles-là, il est censé aller croissant avec le temps. Donc, toi, tu as combien d'années en France aujourd'hui? Grosso modo. 4 ans ou 5 ans. 4 années. Prenons 4 années. Donc, est-ce que tu as senti qu'au bout d'un moment, tu commençais à t'intégrer à la France, à beaucoup plus communiquer avec les gens qui sont pas forcément de la même communauté que toi? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ton processus d'intégration, il évolue aujourd'hui? Tu peux peut-être prendre à partir de la 3e ou de la 4e année, comme tu le sens. C'est vrai que maintenant que tu poses la question,
quand je me vois aujourd'hui comment j'étais niveau intégration il y a quelques années, oui, tu peux faire une que je me vois comparaison, aujourd'hui, c'est vrai effectivement qu'il y a une différence. Maintenant, est-ce que la différence est faite plus sur la partie académique, enfin plus sur la période académique? Non, je dirais que l'intégration s'est faite plus quand j'ai commencé à rentrer dans le monde professionnel. Parce que je pense que jusqu'ici, par rapport à ce que j'ai dit, vous avez pu comprendre que je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de camarades à l'école. Voilà. Pour vous dire que ce n'est pas pénalisant, c'est pas parce que tu n'étais pas fait des amis ou bien, je sais pas, enfin, je dis ça aux personnes qui nous regardent là, c'est pas parce que tu n'as pas connu 3 personnes, 4 personnes, tu n'es pas intégré avec tes camarades à l'école que voilà, tu vas rester au niveau 0 en termes d'intégration. Non, je suis l'exemple que ça peut évoluer. Donc voilà, je dirais justement que cette intégration-là, c'est plus faite quand j'ai commencé les stages, l'alternance et que j'ai commencé à travailler. D'accord. D'accord, ok. C'est un peu plus clair. Je sais pas si je chute maintenant ou pas. Chut. J'ai envie de dire, parce que là, tu dis que ton processus d'intégration, il évolue, donc tu t'intègres plus maintenant. Comment est-ce que tu t'imagines dans 10 ans dans ce pays? La question, elle est assez large. Comment est-ce que je m'imagine dans 10 ans? La réponse c'était je ne m'imagine pas. Ah bah oui, par rapport au fait que tu as pris là-bas. Non, je rigole, je rigole. Je peux aussi répondre comme ça, hein. Peut-être que après avoir regardé 2-3 de vos émissions, surtout que vous posez la question à toutes les personnes qui arrivent en début, je vais avoir le déclic et me dire ah non, dans 5 ans, je porte mes bagages, je me casse direction. Voilà. Non, oui, bien sûr. Après les déclics, c'est beau, mais dans la première émission, on explique bien que si voilà, on comptait sur le déclic de tout le monde, on va pas y arriver. Tu vois. Non seulement ça, mais en plus, on a dit que le processus doit être émotionnel, mais l'action doit être rationnelle. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire j'ai le déclic pour rentrer en Afrique. Il faut avoir un projet. Là-bas, sinon, on va se casser. Après, ça commence toujours quelque part. On va se casser désolé d'être grossier, mais on va se casser la gueule tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, je pense que tu suis notre émission. Si tu la suis, essaie comme ça de bâtir un projet vis-à-vis du retour en Afrique et non tout simplement de chercher des arguments suffisants pour rentrer. Mais bon, tu as hésité à répondre à la question. Donc, moi, je te mets plus dans la catégorie je ne sais pas que dans la catégorie non. Je crois qu'on va commencer à classer les invités. Trois catégories non, je ne sais pas, oui. On fait un tableau, on affiche là. On fait un tableau qu'on affichera tous les différents podcasts. Tu as peut-être un truc à rajouter? Là, tu viens de nous dire que tu n'as pas forcément de projet que tu visualises dans le cadre du retour en Afrique. Ce n'est pas encore vraiment clair. Et du coup, ici en France, est-ce que tu as des projets que tu te vois faire ou pas? Ou bien tu te concentres vraiment sur ton travail pour l'instant? Vous avez dit que je suis jeune. Laissez-moi d'abord profiter de ma jeunesse. Profiter de sa jeunesse, ça veut dire quoi? Là, tu m'obliges. Profiter de sa jeunesse, c'est aussi un projet. Donc, tu peux nous détailler si quoi, c'est quoi profiter de sa jeunesse? Non, je rigole, mais je vais peut-être pas exposer complètement oui, pas de souci. Mes projets personnels ou alors ce que j'envisage totalement ou bien les petits trucs auxquels j'ai déjà pensé. Mais je me dis, en tout cas, je me pose déjà la question de ce que je pourrais faire. Je sais pas si je dirais en plus, parce que tu m'as demandé, est-ce que je compte juste travailler? C'est ça. Voilà. Ça tourne un peu là-dedans en me demandant comment est-ce que je pourrais faire quelque chose soit en plus, soit en remplacement de mon travail aujourd'hui. Parce que mon travail, oui, ça me plaît, mais je pense un peu comme tout le monde, je ne me vois pas travailler dans ça pendant 10 ans, 20 ans. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'il y a même des sondages dessus, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup tournés vers l'entrepreneuriat. Les jeunes sont très mobiles, c'est-à-dire qu'ils ne se voient plus rester très longtemps. Je n'ai pas dit. Donc, soit ça se matérialise, soit en des sauts réguliers, c'est-à-dire il fait 2-3 ans, voire 4 ans dans un poste et puis il change constamment.
Soit ils décident tout simplement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, Ou bien de c'est manière, plutôt la tendance de l'époque, hein, je dirais. ouais. Après, ou bien de manière plus classique, et ce que nos managers souhaiteraient, c'est de changer de poste dans la même boîte. Donc, Oui, c'est ce qu'on, mais ça, c'est un peu vendre du rêve parce que voilà. J'ai bien dit, c'est ce que nos managers souhaiteraient. C'est sûr que tu ne vas pas être C'est un peu- responsable c'est un- QHSE aujourd'hui Oui, et bien être sûr. commercial demain dans la même boîte. Bon, ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est c'est un sûr. peu l'argument clé. Mm. J'embraye ce que tu as dit, c'est que lorsqu'on veut te vendre la beauté du fait d'être sur le long terme dans une entreprise, on te dit que dans cette même entreprise, tu peux changer de service, changer d'activité, mais j'ai envie de dire que ça revient un peu au même, mais c'est mon point de vue sur la question. On aura une émission spéciale où on parlera salariat vs entrepreneuriat sur cette chaîne-là. Et Soyez prêts, les amis. on parlera également de side business, donc soyez prêts, les amis. Mhm. Mais ce que je disais, c'est que parce que tu as dit les jeunes sont tournés plus vers l'entrepreneuriat et tout. En fait, moi, je sais pas, bon, des personnes doivent sûrement concevoir la chose comme moi. Mais moi, je ne me dis pas aujourd'hui, je vais arrêter de travailler pour rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est peut-être une option, mais moi, je me vois vraiment faire plusieurs métiers, en fait. Me reformer à chaque fois. D'accord. Me donner la possibilité de faire plusieurs métiers, un peu comme si j'avais plusieurs vies, tu vois, pour pouvoir un peu changer, voir ce que ça fait, apprendre, avoir des compétences. C'est vraiment comme ça, dans ce sens. Après, ça peut être des métiers que je change avec la capuche ou la veste, je sais pas, d'entrepreneur ou pas. Oui. Mais moi, je me vois vraiment dans plusieurs métiers, en fait. D'accord. Après le métier que je fais aujourd'hui. C'est intéressant. Je pense que c'est une tendance très, très courante et beaucoup de personnes n'arrivent pas à le formuler ainsi. Je pense que c'est plutôt commun de se voir comme ça. Bon, là, du coup, on va quitter un peu ce sujet professionnel et je vais poser une question qui n'a un peu rien à voir, qui a tout à voir avec le thème de l'émission. Si là, je te demande de décrire une femme africaine, qu'est-ce que tu me dis? Physiquement, si tu veux, ou dans le caractère, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok, physiquement. D'après toi. Bon, je vais peut-être laisser le côté physique. Les caractères physiques et physiologiques. Pour le côté physique, moi, je dirais déjà que la femme africaine, c'est une femme qui est belle. Est-ce que je peux dire ça? Je ne sais pas. Voilà. Je le dis, vous avez parlé de physique. C'est une femme qui est d'abord belle, qui est quelque part imposante quand on la voit physiquement, qui se démarque en tout cas. Maintenant, d'autres aspects en termes de, je parlerai peut-être en termes de valeur. En termes de valeur, oui. Ça vous convient ou pas? C'est ce qu'on veut. Ah, ok. Je sais que en termes de valeur, la femme africaine, encore une fois, je sais pas si c'est le bon contexte, la femme africaine a cette niaque, cette rage-là enfin, en tout cas, cette rage qui se transforme quelque part en capacité de pouvoir faire beaucoup de choses et même au-delà de certaines attentes. Je sais pas si j'ai bien répondu. En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois la chose dans ma tête. Elle a des capacités en fait qui peuvent être tellement incroyables. Elle peut se surpasser dépendamment des situations qu'elle a en face d'elle. Je suis pas en train de me décrire parce qu'on a dit jeune femme africaine et c'est elle et c'est moi qui suis en train d'en parler. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la femme africaine. C'est la première chose que je dirais. Voilà, elle a cette capacité-là, voilà, de se surpasser. Elle a aussi ce truc-là de pouvoir, je sais pas encore si c'est le contexte, de pouvoir apporter du soutien, de pouvoir soutenir. En fait, je lis ça à la force, le soutien, à la capacité, je lis ça à la force qu'elle peut dégager, en fait. Moi, je partage ce point de vue. Les amis, si vous pensez que toute cette description correspond à Hilary, dites-le dans les commentaires. Ça se passe en bas, là, dans les commentaires. J'aimerais dire, pour résumer ce que tu as dit, la femme africaine, c'est une femme belle, qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut et qui est forte dans les moments où ça compte. Pas dit, mais c'est vrai. C'est ça. Belle, du caractère, c'est ce qu'elle veut, forte dans les moments où ça compte et c'est prendre soin de ce qui est le plus important. C'est à peu près ça. Bon, ça, je l'ai pas dit, mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ok. Merci. Est-ce que tu penses que ce sont des valeurs qui se retrouvent ici en Europe
Est-ce que tu penses que quand nous, les jeunes de la diaspora, nous arrivons avec ces valeurs, cette éducation que nos parents nous ont donnée, est-ce qu'on la perd un peu au fil du temps ou pas? Comment tu te positionnes là-dedans? Là, par contre, je vais parler de moi. Ouais, vas-y. C'est vrai que tout à l'heure, c'était pas moi que je décrivais, mais je pense que j'ai quand même un peu de cette rage-là en moi. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai pas perdu. Il y avait peut-être des risques que je perde ces valeurs-là si jamais j'arrivais à changer ma façon de penser. Mais moi, j'ai pas perdu cette rage. Et j'espère ne pas la perdre en tout cas. En tout cas, cette valeur-là, j'espère ne pas la perdre parce que c'est super important. Étant donné que on arrive justement dans un environnement qui n'est pas, qui finit peut-être un jour à devenir chez nous, mais qui au départ, pendant beaucoup d'années, n'est pas chez nous. C'est quelque chose qu'il faut garder en soi, pour tant professionnellement, tant à l'école, tant même dans la vie personnelle. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder en soi pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir vaincre certaines situations. Moi, pour répondre, voilà, moi, je ne l'ai pas perdu en tout cas, cette valeur-là. Et j'espère que les autres jeunes filles ou femmes africaines qui arriveront ici ne vont pas perdre ça parce que c'est... Vous voyez, pour ma part, en tout cas, quand on m'a posé la question, c'est la première chose que j'ai avancée. Donc, ça veut dire que pour ma part, c'est la première des valeurs. Bon, vous allez classer les valeurs selon vous. Enfin, c'est assez relatif. Selon les critères, bien sûr. Mais pour moi, c'est la première des valeurs parmi les valeurs. Donc. Laquelle? Tu peux nous rappeler, s'il te plaît? Enfin, cette rage-là, cette capacité, cette force, en fait, que la jeune femme, enfin, la femme africaine peut avoir. C'est quelque chose à ne pas perdre, franchement. Partage ton point, je crois. Ouais, je crois qu'on partage ton point. Et sur l'aspect... Vous partagez tous mes points. Vous êtes d'accord avec moi partout, vous êtes sûr. Moi, je rebondis. Attends, est-ce que je suis femme? Non, mais je sais pas, dites-moi, après, je sais pas, peut-être que c'est un échange. C'est vrai que je suis non, moi, mais... je suis totalement d'accord avec ça, avec notamment les valeurs, les valeurs qu'incarne la femme africaine. Vous savez, ce qu'on appelle la féminité africaine, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est même très important que Yvan ait remonté la question tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la globalisation, on assiste à un partage de culture, un échange de culture qui fait en sorte que les uns apprennent sur l'autre, les uns s'acclimatent à l'autre et voilà, les gens, chacun partage la culture sur tous ces éléments. Ça peut être un partage de tradition, un partage de culture culinaire, un partage de culture vestimentaire même, un partage de voilà, vraiment tous les aspects qui constituent la culture. Mais ça a un petit revers, c'est que très souvent il y a des cultures qui se retrouvent lésées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour parler de l'Afrique, parce qu'on est sur le podcast Diaspora africaine, j'ai l'impression que la culture africaine subit le partage de culture, c'est-à-dire on capte plus les éléments de culture que qu'on en donne aux autres. La preuve, c'est qu'aujourd'hui on a plein d'éléments propres à la femme africaine qu'on ne retrouve plus. Si tu te promènes dans la rue et que tu décides de faire fi du teint de la personne, parce qu'aujourd'hui le caractère majeur d'une femme africaine, c'est sa couleur de peau. Sa couleur de peau et peut-être ses cheveux, j'ai envie de dire. Mais si tu enlèves cela, tu n'arrives plus à savoir si c'est une femme africaine. Après, j'ai envie de te dire, si je peux me permettre, c'est que on parle de femmes africaines en Europe. Donc, globalement, je sais pas c'est sûr que tu ne retrouveras pas. Oui, bien sûr. On parle de femmes africaines. Je comprends ton point. On parle de femmes africaines en Europe. S'assimiler, c'est pas perdre toutes ces valeurs. Et c'est même plus profond que ça, en ce sens où, même en Afrique, ce que j'ai dit est valable. C'est-à-dire, si tu enlèves la couleur de peau et puis peut-être les cheveux, tu n'arrives plus à reconnaître une femme africaine parce que sa façon de se vêtir, sa façon de se comporter, n'est pas forcément
à l'image de ce qu'on avait dans le temps. Toi, l'image du temps, là, c'est quoi? Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Non, j'ai pas dit que c'est mauvais, je demande juste. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Prenons par exemple, moi je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Aujourd'hui, quand je me promène dans les rues et que j'essaye de regarder peut-être le vestimentaire des femmes, je remarque quelque chose. Et puis je vais te poser une question là-dessus. Pourquoi vous les femmes, vous portez perruque? Vous portez beaucoup de pantalons. Pourquoi vous ne portez plus les jupes? Pourquoi vous ne portez plus les robes? Vous portez les pantalons. Tu es sérieux là? Oui, ma question est très sérieuse. Elle est très sérieuse. Bien, c'est parce que j'ai mis un pantalon aujourd'hui. Non, aujourd'hui, tu vois, ça confirme un peu ce que j'ai en train de dire. Après, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Ce que j'ai en train de dire, c'est que dans le partage culturel, on a pris, le pantalon, c'est pas mauvais, mais le pantalon, ça fait pas partir de la culture africaine. Dans la culture africaine, c'est des robes, c'est des pagnes. Donc, dans ce processus de partage de culture-là, on s'est retrouvé avec un échange qui est plus favorisé par un autre côté. Tu vois que ce que je dis te fait beaucoup rire. Et puis, le but, c'est d'embrayer sur ce que Yvon disait tout à l'heure, c'est quels sont les dangers de la mondialisation sur la féminité africaine. Parce qu'aujourd'hui, je vais peut-être corriger parce que ça t'a beaucoup fait rire. Je vais peut-être préciser que le fait de porter un pantalon, c'est pas mauvais. Une femme peut porter un pantalon. Je suis pas en train de dire que, par exemple, le pantalon, c'est un habit d'homme. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est une image. Je m'attarde pas sur le fait de porter un pantalon, mais je veux dire, les femmes africaines aujourd'hui, ont des attributs d'autres cultures. Donc, on a eu ce switch là, ce changement, qui est certes mineur. Une femme africaine qui porte un pantalon, ça passe comme une lettre à la poste, c'est pas dérangeant. Mais on a d'autres aspects plus importants qui peuvent avoir été comme ça, oubliés par la femme africaine et qui peuvent être plus importants. Je vais peut-être citer, on peut peut-être prendre quelques exemples. Lorsqu'on parle de la féminité africaine, c'est quoi? C'est le travail acharné. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure de rage. La femme africaine, c'est une femme qui a du caractère, qui travaille dur pour obtenir ce qu'elle veut. Aujourd'hui, dans certains pays, on a la culture de l'immédiat. C'est-à-dire que les gens veulent tout de suite. Peu importe, voilà, peu importe les moyens. Or, la femme africaine possède des valeurs intrinsèques à elle qui font en sorte que elle sait qu'il faut travailler pour bien sur le pantalon. Donc, si, tu vas revenir sur le pantalon si tu veux. Donc, si, je vais peut-être continuer. On a ce fort caractère, ce travail acharné. On a des éléments comme le fait d'être une bonne épouse pour son mari. C'est des valeurs propres à une femme africaine. Le fait d'avoir l'esprit de famille. C'est des valeurs propres à une femme africaine. Donc, est-ce que, avec la mondialisation et le partage de culture, où on se retrouve à moins donner et à plus recevoir, on n'a pas un risque de perdre ces aspects-là qui sont, à mon sens, fondamentaux. Tu vois que là, on ne parle plus seulement de pantalon. Ta question est tellement longue, il y a tellement de points sur lesquels je rebondis que vraiment. La question, pour résumer, est-ce que la mondialisation est un danger pour la féminité africaine? On peut prendre 3 exemples. Le sens du travail acharné, le fait d'être une bonne épouse pour un mari, le fait d'avoir le sens de la famille. Est-ce que la mondialisation peut être un danger pour ces 3 valeurs-là qui représentent la femme africaine? Il faut souffler, souffle. Tu as encore sur le pantalon. Je suis encore sur le pantalon. Tu vois, j'étais plus chaude à répondre sur le pantalon. Là, c'est une grosse, je vais pas dire que c'est une grosse colle, mais. Comment sur le pantalon? Je vais t'aider à rebondir. Pour ma part, sur le pantalon, je ne saurais pas quoi te répondre parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a. Non, si tu as bien compris ma question, ma question c'est pas le pantalon. Voilà. Mais moi, je voulais parler de pantalon. Le pantalon, en soi, ça passe. Mais si tu perds le sens de la famille, c'est plus grave. Le pantalon, en soi, il y a pas de problème à ça. C'était juste je dirais que une image. Effectivement, il peut avoir des risques. Et je pense même que à un certain niveau, ça a déjà été perdu quelque part, le sens de la du as parlé aussi du fait que la femme doit être une bonne femme pour son mari. Tu as parlé de ça aussi. Oui. Mais tu as parlé d'autres choses avant. Le travail acharné, la culture de l'effort à la place de la culture de l'immédiat. Oui, parce que tout à l'heure aussi tu as dit, on arrive dans un temps où on veut tout de suite, peu importe les moyens.
Effectivement, ça se perd, ça se perd au niveau de la femme africaine en Europe et ça se perd aussi au niveau de la femme africaine en Afrique. Oui, parce Je que pense. l'influence arrive jusque-là. Aujourd'hui, euh, on a une domination économique claire de certaines autres régions sur l'Afrique, hein, et ça se transmet même par les moyens, même par la communication, les médias, les technologies de communication et consorts. On n'a pas forcément besoin d'être en dehors du continent pour être influencé. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve en Afrique avec des valeurs qui sont perdues. Aujourd'hui, lorsque tu arrives dans les villes africaines, les grandes villes des pays africains, tu n'es pas forcément dépaysé par rapport à l'Europe, par exemple. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, dans les deux zones, c'est valable. Si Mais je te laisse poursuivre. ta question était de savoir est-ce que il y a une influence, est-ce que ça se perd? Je te répondrais tout simplement, je pense que ça se perd maintenant. À quel point, comment mesurer, je ne sais pas. Mais de ce qu'on peut voir tous au quotidien, sur les réseaux, quand on sort, ce qu'on peut entendre, des histoires, bah, on comprend que quelque part ça se perd dans nos familles, dans notre entourage, les positions que certaines femmes peuvent prendre face à leur, je sais pas, je vais dire conjoint, mari, copain, voilà. On comprend qu'il y a des choses qui se perdent quand même. Moi, je ne On suis va pas le d'accord. nier. Enfin, il y a des choses qui se perdent. Bon, J'ai pas dit je suis que... pas d'accord avec, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec la vision. Je pense que rien ne se perd, ça se transmet. Bon, je sais pas la physique ici, mais. Ça se transforme. Ouais. Ça ne se perd pas. En fait, c'est pas, si on regarde les choses, tu vois, si on prend l'exemple du pantalon, d'un point de vue, oui, nos femmes, Le ouais. fameux pantalon. Si on prend du point de vue, oui, la femme africaine, oui, aujourd'hui, elle porte du pantalon, elle se conforme, il n'y a plus de motif de ne pas être traditionnelle et tout. Mais ça dépend d'à quel point tu remontes. Si tu remontes, je ne sais pas moi, un peu avant l'époque coloniale, moi, je ne pense pas. Mais attends, ça n'a pas dit à longtemps, ça peut pas 100 ans. C'est ça le problème. Si on remonte à cette époque-là, je ne pense pas que nos hommes, nous, on portait des pantalons. Tu vois. Et à aucun moment dans l'imaginaire populaire, on se dit que non, quitter nos habits traditionnels pour les hommes à des pantalons aujourd'hui, c'est une perte. Nous, on voit ça de notre côté comme une évolution, tu vois. C'est une transmission de culture. Tu vois. Donc, ça dépend du point de vue. Par exemple, aussi, si on prend le côté familial, on dit, OK, à cause de la mondialisation, le capitalisme, un peu la richesse du monde entier, parce que le monde, on devient de plus en plus riche, nous Oui, tous, oui. des classes moyennes de plus en plus Pas moi, grandes, hein. des classes moyennes de plus en plus grandes. Du coup, les pressions et les charges sociales ne sont plus les mêmes. Une fois que tu as atteint un certain niveau social dans la vie, tu peux enfin penser à ton expression individuelle, tu vois. Et traditionnellement, la femme ne pouvait pas penser à son expression euh, globalement, tu vois. Elle pouvait penser à l'expression de sa famille, s'épanouir dans son couple, s'épanouir dans son foyer. C'est pas que c'est mauvais, mais elle n'avait pas tout le champ du possible. Mais l'homme, traditionnellement, lui, l'avait. Et aujourd'hui, à l'époque, je ne sais pas si tu visualises, je ne sais pas, nos grands-parents qui ont 3, 4 femmes, des femmes très fidèles et 18 enfants qui s'occupent des 8 premiers et puis le reste se débrouille. Moi, je ne pense pas que tu les qualifierais de bons maris. Parce qu'aujourd'hui, la vision d'un bon mari, c'est quelqu'un qui est fidèle à sa femme, qui prend soin d'elle, prend soin de ses enfants, reste ambitieux et pense toujours à sa famille. Ça n'a pas toujours été le cas de nos grands-parents. Et de ce point de vue-là aussi, tu vas dire que la mondialisation, c'est un plus, Ta moralement. définition de bon mari, c'est une définition occidentale, j'ai envie de C'est dire. une définition occidentale, mais une définition actuelle. Et Est-ce factuelle. que, Bon, un bon mari est celui qui ne fait pas souffrir son foyer. pardon? On est d'accord. J'ai pas compris la question. Un Un bon bon mari est mari, celui qui ne fait pas souffrir son foyer. C'est ce qu'il Bien dit. évidemment, bien évidemment, le but d'être dans un foyer, c'est d'être en harmonie et d'être heureux. C'est tout simplement le but. Mais de dire enfin, c'est de dire qu'un bon mari, c'est celui qui a une femme, qui a 2, 3 enfants. C'est pas forcément le, 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 le,
c'est pas forcément la vérité. Ça peut être l'actualité des choses, mais c'est pas forcément la vérité. Et C'est même une question de c'est ce que- vérité, une question de vision des choses. Et aujourd'hui, franchement, Oui, dans les moyens c'est ce que je actuels, disais. ouais, c'est C'est ce très que je disais tout difficile. à l'heure, c'est que Et attends, si je peux finir mon Vas-y, point. termine. Si on termine mon point avec d'autres cultures comme nous qui ont des valeurs très très fortes, si on part en Asie, si tu regardes eux, leur style vestimentaire, ça s'est très occidentalisé. Par contre, des valeurs familiales, je ne sais, je ne suis pas asiatique, je ne peux pas dire. Mais de l'extérieur, ça n'a pas d'être européen, tu vois, ce ne sont pas les mêmes. Donc, ils ont su garder ce point-là. Et même si, sur des points, je ne sais pas, visuellement et tout, on peut dire que oui, ils ont perdu un peu de culture, ils s'habillent comme les Américains. Parce que, en fin de compte, je pense que la culture dominante, c'est la culture de l'empire dominant. Hein. Si tu remontes historiquement, aujourd'hui, français, espagnol, portugais sont des langues latines. Il a fallu que, je ne sais pas, je ne suis pas très calé l'histoire. On aurait un invité qui sera un peu plus calé que moi la prochaine fois. Mais il a fallu que l'empire, tu vois, je ne sais pas si c'était un empire latin ou pas, lui puisse propager sa culture. Ensuite, peut-être tombe et cette culture-là fait un peu des variantes. Moi, je pense que c'est aujourd'hui, on se dirige vers être les variantes de la culture américaine qui est l'empire dominant. Et je pense que c'est juste le cours de l'histoire. Maintenant, à nous de garder les valeurs les plus importantes pour nous. Et c'est le travail qu'on ne fait pas. Donc, sur ce point-là, je vous rejoins. Oui, je vais quand même reprendre là où tu t'es arrêté, parce que si je veux résumer grosso modo ce que tu as dit, c'est que euh, la culture d'un peuple est déterminée par entre guillemets l'ordre dominant, c'est-à-dire le pays Influencé, grandement influencé. C'est-à-dire le pays qui a l'hégémonie à l'air peut propager sa culture. C'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'ils sont influencés, mais est-ce qu'ils doivent succomber à l'influence? Je ne pense pas. C'est pas parce qu'on est dans une époque actuelle qu'on doit subir tout ce que l'époque disait, tout ce que l'époque préconise. Et puis c'est le point. C'est ce que je disais c'est ce que je disais à l'entame de mon propos, c'est que on est à l'ère de la mondialisation. D'accord? Où on a un partage de culture. Ça, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose, que je promeus totalement. C'est tout à fait normal d'avoir un partage de culture. Mais le partage ne doit pas il doit être maîtrisé. C'est-à-dire, il y a des éléments qu'on ne doit pas perdre. Il y a des fondamentaux qu'on ne doit pas perdre. Et là, en ce qui concerne l'Afrique, du fait de la domination économique de ce continent, de cette zone, on a un partage unidirectionnel. C'est-à-dire que l'Afrique subit la mondialisation. Donc, on se retrouve en train de perdre des valeurs et à se perdre nous-mêmes parce qu'aujourd'hui, les gens pensent même que c'est les autres choses qui sont les bonnes choses. Ce sont les choses qui viennent d'ailleurs qui sont les meilleures, tout simplement parce qu'il y a une propagande qui met le point sur cet accent-là. On va pas, je vais pas entrer là tu es un peu entré dans le fond du foyer africain avec les aspects de polygamie, avec les aspects d'avoir plusieurs enfants. Je vais pas approfondir là-dessus. Je pense qu'on fera une émission spéciale où on pourra parler de ça point par point, parce que de mon point de vue, il y a beaucoup d'aspects de la tradition africaine que les gens renient tout simplement parce qu'ils ignorent. Voilà. Donc, lorsqu'on renie quelque chose, on ne doit pas appliquer tout à la lettre, parce qu'on est de la culture. Le fait d'être d'une culture ne veut pas dire qu'on doit appliquer tout ce que la culture demande, mais il faut comprendre la culture et puis avoir une position personnelle qu'on a établie nous-mêmes et non qui nous a été influencé par quelque chose. Donc, rendez-vous sur un autre numéro. On va échanger dessus plus profondément. Mais mon point là-dessus, pour peut-être sortir la question, c'était de dire est-ce qu'on ne devrait pas maîtriser l'influence culturelle qu'on voilà, est-ce qu'on ne devrait pas maîtriser l'influence culturelle, comme tu as dit. Il ne s'agissait pas de pantalon. Moi, personnellement, je n'ai rien. En tout cas, c'est ce qui a attiré mon personnellement, attention. Je n'ai rien contre le pantalon. Il y a des pantalons des pantalons féminins dans lesquels les femmes gardent toute leur féminité. Donc, il n'y a pas de problème avec le pantalon. Mais c'était vraiment de dire que ce partage culturel-là risque d'annihiler ou de supprimer des valeurs traditionnelles des femmes africaines et qui nous sont très chères. Je sais pas si vous me rejoignez sur ce point. On te rejoint sur ce point et la manière de maîtriser tout ça, c'est médiatique, hein. C'est premièrement médiatique. Il faudrait que chez nous, on apprenne à faire la propagande de nos propres valeurs
et de nos propres, disons même divertissements, même du divertissement. Oui. Il faudrait qu'on apprenne à le faire auprès de notre peuple. Le médiatique, c'est un peu sur un plan plus large, c'est à grosse échelle. C'est à grosse échelle. Ouais, c'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là ou bien cette largesse-là de pouvoir intervenir sur les médias. La question, c'est chacun à son propre niveau. Au niveau, au niveau de sa famille. Je ne crois pas. Moi, qu'est-ce qu'il peut faire pour, entre guillemets, sauvegarder ou restaurer ces valeurs traditionnelles? Ben, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le faire. C'est continuer continuer à inculquer ces valeurs-là aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Parce qu'on t'a appris, je pense que tes parents n'avaient pas un mode opératoire en disant, OK, pour que Wilfried puisse avoir cette valeur-là, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est dans l'éducation, en fait, de l'enfant que tu apprends, voilà, à être courageux, à faire preuve de force devant certaines situations, à ne pas se renfermer, à peut-être aller vers les gens, à être poli, à saluer d'une certaine façon les adultes, d'une certaine façon les aînés. C'est dans l'éducation, tout simplement. Le mot d'ordre, c'est continuer à inculquer, voilà, ces valeurs-là aux enfants, tout simplement. Il n'y a pas de mode opératoire, il n'y a pas de fiche, en fait, explicative, il n'y a pas de consigne. Moi, ce que je voulais dire avant, j'ai failli te couper dans ta question, mais effectivement, à l'échelle individuelle, si on veut transmettre cette culture, il faut y penser, il faut vouloir le faire. Si tu es dans la volonté de le faire, tu trouveras des moyens, comme Hilary le disait. Mais à l'échelle globale, moi, je ne crois pas à l'implication individuelle de tout un chacun pour changer le comportement général d'une population. Moi, je pense que le système doit changer. Tu ne peux pas être dans un milieu qui t'impose un certain comportement et espérer que tous ceux qui baignent dans ce milieu, par la force de leur volonté, de leur détermination, se comportent d'une autre manière, par souci de conserver la culture, certaines habitudes, tu vois. Une certaine partie le fera. D'autres parties vont succomber, une autre partie, peut-être la majorité, va succomber à la pression sociale dans laquelle ils sont. Et si eux ne le font pas, les enfants vont succomber parce que les enfants vont pas forcément comprendre la volonté des parents, tu vois. Donc il faut, moi je suis plus d'avis qu'il faut changer le système. Donc à nous de rehausser nos cultures, d'en faire une bonne culture à travers à travers le tourisme. Il faudrait que quand tu es avec tes collègues, qu'on te demande qu'est-ce qu'il y a au Cameroun, tu puisses citer tous les points chauds qu'il y a au Cameroun. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Normalement, c'est honteux. Et pourtant, moi, je peux te dire, si on te dit là, bon, qu'est-ce qu'il y a en Espagne? Il y en a d'entre nous qui peuvent te citer 2-3 villes chaudes. Te dire qu'est-ce qu'il y a au Cameroun, tu peux pas te dire, ah ouais, ce site culturel-là, franchement, c'est incroyable, tu vois. Ça, c'est pas... Très bien. Ouais. Et je te rejoins totalement, mais vraiment totalement sur ce point. Parce que là, tu as dit un truc. Enfin, tu as dit deux choses. Tu penses en avoir dit une, mais tu en as dit deux. Monsieur aime ça. Tu as dit que tout était conditionné par le système. Mais après, tu es revenu sur le fait que l'aspect individuel, ça compte aussi. Système, moi, je suis totalement d'accord. Tout État doit avoir une politique pour favoriser la promotion de la zone. Là, je suis totalement d'accord. Mais dans la conjoncture actuelle en Afrique, on est dans une situation où c'est pas toujours fait de la meilleure façon qu'il soit. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Chacun à son niveau. Je pense que, et je l'ai dit dans l'émission précédente, c'est que chacun doit être acteur de ce mouvement-là. Chacun doit se sentir concerné. Chacun doit être moteur de ce mouvement. Et ça peut passer par des actions personnelles, comme se documenter déjà sur quel est son pays. Je t'ai remercié tout à l'heure parce que tu as dit que tu as été incapable de dire à tes collègues quels sont les points chauds. Tu as dit quelles sont les villes chaudes du Cameroun, d'où tu es originaire. Moi, j'ai eu le même problème, mais vraiment exactement le même problème, c'est-à-dire lors des pauses de café où on échangeait avec les collègues, j'ai eu à avoir des questions comme quoi, quelles sont les zones touristiques à visiter au Cameroun. Mais très souvent au Cameroun, tout le monde ne fait pas du tourisme, donc moi personnellement, j'ai pas su répondre à cette question et je me suis senti mal à l'aise. Donc ce que je suis allé faire après, c'est que j'ai acheté un livre sur le Cameroun. Un livre qui recense toutes les zones touristiques du Cameroun pour être prêt demain à répondre à cette question. Et ça a été le cas. Donc ça, c'est une action personnelle non négligeable. Je dis pas que chacun doit, je sais pas moi, les actions individuelles ne
n'auront pas forcément la même ampleur que des actions du système, mais à leur petite échelle, elles peuvent compter. À toi seul, tu peux vendre ton pays auprès de tes collègues de telle sorte que dans 1 année, 2 années, tu as un collègue qui décide d'aller en vacances au Cameroun avec toute sa famille. Ça, c'est une action majeure. Si on a 10, 100 personnes qui font comme toi, est-ce que tu penses que ça ne commence pas à compter? Ouais, je Donc pense voilà, que tu as effectivement, identifié une étape individuelle qu'on peut faire et c'est bien mieux. je pense que chacun peut, dans cette vie, je pense que personne n'est bridé. Chacun est maître de son destin et chacun peut conditionner son avenir. Donc, il n'est pas question de dire que le système décide de ce qu'on veut, on veut de sa vie ou on veut de son continent. Pas du tout. Chacun peut mettre en place des conditions pour agir à son niveau. Ça peut être un petit niveau, mais ça compte tout autant. Ouais. La C'est ce que je disais. Bon, peut-être dans ma formulation, j'étais un peu trop engagé, mais effectivement, Mais oui, tout le monde doit juste être conscient qu'il le fait effectivement à son niveau. mais oui, Tu en as oui. conscience, tu le fais avec bonne volonté et forcément, c'est mieux que la situation actuelle. Et ça, c'est Exactement. clair. Mais je suis totalement d'accord que le système a une grosse part à jouer. Est-ce que tu as un truc à dire sur le sujet? Moi, je vous ai dit au début, tu me demandais comment est-ce qu'il faut faire pour impliquer les valeurs. Je lui ai dit qu'il faut le faire. Et Yvan tout à l'heure a parlé de quelque chose, c'est la volonté. Moi, c'est à ce point que je veux m'arrêter. C'est vraiment au niveau de la volonté. Parce que quand tu vois un parent qui veut, enfin, je parle avec très peu d'expérience, mais j'ai déjà vu des parents qui sont vraiment à fond pour que l'enfant, surtout les enfants qui grandissent ici, pour que l'enfant ait certaines valeurs. Et quand tu vois un parent qui a la volonté, un parent à qui ça ne passe pas à qui ça ne passe pas dans la tête, voilà, il y a une certaine différence. Vous êtes un peu parti dans le dans le tourisme en Afrique, enfin le fait de connaître son pays et tout, mais moi je vais vraiment m'arrêter à ce niveau-là. C'est il va effectivement raison. C'est pour pouvoir le faire, il faut le faire, mais il faut aussi avoir la volonté de le faire. Et ça ne suffira peut-être pas, mais ça fera déjà quelque chose par rapport à un parent qui ne fait rien. Parce que le tout, ça passe par les parents. Les parents que vous serez peut-être demain. Donc, voilà. Exactement. Mais Commencez à vous préparer. la volonté, ça ne suffit pas toujours. Hein. On va pas, je peux faire, on va pas. Il faut ça, oui, il faut déjà. La volonté, c'est Après, nécessaire. moi, je suis. Le désir, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut des actions concrètes en face. Donc, je pense qu'on va sortir du sujet et on va bientôt sortir de l'émission. Mais avant, on a 3 questions de sortie qu'on pose à tous nos invités. Et je t'invite à y répondre du coup sur ce podcast. La première, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune Africain qui viendrait d'arriver en diaspora? La deuxième, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune Africain qui s'intégrerait académiquement ou professionnellement? Et la troisième, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune Africain qui souhaiterait rentrer en Afrique? La première, tu as parlé d'un jeune. Je pourrais répéter si tu veux. Non, la première, je préfère répondre question par question. La première, c'est un jeune qui vient d'entrer en diaspora. C'est ça. Je pense que la première et la deuxième, c'est un peu. Ouais, c'est peut-être lié. Si tu sens que c'est lié, tu peux répondre aux deux en même temps. Les deux. Quelqu'un qui vient d'arriver, bah, je vous dirais déjà de s'armer de beaucoup de courage. Parce que ça ne sera pas facile sur plusieurs points. La première des choses, parce qu'au départ, quand tu viens, tu es joyeux, voilà, tu vas l'embêter. tu vas étudier, voilà, tu as déjà un parcours tout tracé. Mais 1 mois, 2 mois après, tu ressens, même si tu es entouré de personnes que tu connais, tu ressens une certaine solitude qui ne peut s'expliquer que par des personnes qui ont déjà vécu parce la que même quand situation. on parle ici, on dit oui, j'ai ressenti ça. Quand on est là-bas, on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il faut s'armer de beaucoup de courage, savoir que ça ne sera pas facile. Et maintenant, s'il faut donner des conseils un peu plus spécifiques, moi, je vais m'attarder sur le côté financier. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit.
Je parle pas de mon cas. Hein. Encore une fois, j'ai pas dit que je coulais sous les dettes ou bien j'étais dépensière. Mais il faut être intelligent à ce niveau-là. Parce que pour beaucoup, quand on est au pays, en tout cas moi c'est comme ça que je comprenais, j'avais une somme que j'avais toutes les semaines, tu vois, que je gérais pour mon transport, mon argent de poche et tout. Mais quand tu te retrouves ici, avec ton AVI, parce que, enfin, j'ose croire que tout le monde a son AVI. Donc l'AVI, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'attestation de virement irrévocable. Donc c'est un Enfin, je pense montant qu'ils qui vont t'est versé comprendre. mensuellement Ouais. lorsque tu arrives en France. Donc c'est un système qui permet de garantir ta sécurité financière. Après, c'est pas le seul. Pour ma part, en fait, je parlais du côté financier. Oui, j'ai abordé l'AVI parce que c'est la somme que tu as au départ. Mais en fait, le comportement que tu adoptes financièrement dès le premier jour que tu mets ton pied en France, c'est ce qui va te suivre, en fait, pour les années d'après. Si tu es quelqu'un, enfin, moi, je conseillerais, du coup, aux personnes qui vont nous regarder de faire vraiment attention. Ce n'est pas parce que l'année prochaine, tu auras encore 650 euros pendant 12 mois qui vont arriver dans ton compte que tu ne peux pas déjà mettre de côté des sous sur la première année. Ça peut toujours servir. Et deuxième chose aussi, qu'il y a aussi le côté un peu finance. N'hésitez pas à se faire des idées, voilà, pour pouvoir se faire des sous en plus. Parce que comment je vais dire ça, sans toutefois plonger dans je job à fond et je n'étudie plus. Oui. Ça, c'est encore autre chose. Mais ce serait bien, voilà, de trouver le juste milieu, c'est-à-dire, ok, en semaine, j'ai mes cours, j'ai peut-être pas cours de 8h à 17h toute la semaine. J'ai souvent des trous. Qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir me faire 50 euros, 100 euros, 200 euros de plus sur la semaine, sur le mois? Franchement, ça peut être de tout. Tu peux faire toute activité tant que ça reste légal. Hein. Je ne vous demande pas d'aller, je ne sais pas trop quoi rentrer dans des activités assez illicites ici, non. C'est pas ce que je dis. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé, franchement, de penser à faire quelque chose, de ne pas être inactive, de réfléchir, voilà, Un job franchement, étudiant. ça aide à tous les niveaux. Ça va t'aider toi, ça peut, franchement, comme je disais au début, parce que je suis déjà peut-être en train de me perdre, le comportement que tu adoptes financièrement dès le départ, quand tu arrives en France, c'est quelque chose qui va te suivre sur les années d'après. Si tu as été quelqu'un qui faisait attention à tes sous, même quand tu auras ton premier salaire d'ingénieur, tu auras 2000, 2500, 3000 euros dans ton compte bancaire. Tu auras une certaine capacité à gérer tes sous par rapport à quelqu'un je veux pas dire qui a passé son temps à dépenser, mais qui, voilà, n'avait pas une certaine vision ou un certain comportement. Donc voilà, c'est gestion des finances et chercher à se faire une activité pour avoir des sous de côté. Enfin, pour toujours avoir un petit plus. Parce que aussi, on a parlé d'AVI, mais il y en a qui ont l'AVI, mais après, on n'a pas toutes nos familles n'ont pas les mêmes capacités financières. Il y en a, l'AVI après retourne totalement au pays, il y en a, c'est divisé par 2. Donc, à ce moment-là, voilà, il faut vraiment se dire, ce que je vais gagner va forcément m'aider à un certain niveau. D'accord. Et le deuxième conseil. Du coup, tu as fait 2 questions en une. La troisième question, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune Africain qui souhaite rentrer en Afrique, qui est en diaspora et qui souhaite rentrer en Afrique? Je lui conseillerais déjà de bien mettre en place ses idées. Je réponds là avec un peu de bon sens. C'est-à-dire, c'est pas question, voilà, de se dire, ok, je rentre, mais je rentre pourquoi? Je rentre faire quoi? Est-ce que je rentre définitivement? Est-ce que je rentre pour une certaine période? Est-ce que je reviens? Est-ce que je ne reviens pas? Enfin, il faudrait avoir un projet. Après, j'ai dit tout à l'heure au début que peut-être qu'après après avoir visionné vos podcasts, je vais avoir le déclic. Donc, c'est aussi important d'avoir le déclic parce que je pense que si tu me poses la question de ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut rentrer, ça veut dire que la personne a déjà eu le déclic et a déjà la volonté de rentrer. Oui. Donc, peut-être la question de déclic ne se pose plus. Mais moi, si moi aujourd'hui, je dis, OK, j'ai ce déclic, je veux rentrer, la première question, ce serait, qu'est-ce que je vais
faire et quelle est la vie que je veux avoir quand je vais rentrer. D'accord. Je pense que c'est assez clair. Ça, c'est clair. Ce sont des points qu'on a déjà abordés dans les précédentes vidéos. Donc, merci pour ces 3 conseils-là et j'espère que les jeunes pourront les exploiter. Pour peut-être résumer, le premier conseil, c'était la compagnie. Donc, il faut se faire le choc, les relations sont souvent très poignants lorsqu'on arrive. On quitte un environnement où on connaît beaucoup de personnes. Un environnement où on ne connaît presque personne, donc il faut s'adapter assez rapidement. La deuxième conseil, c'était la gestion financière. Parce que très souvent, surtout pour ceux qui arrivent en tant qu'étudiants, on se retrouve on passe d'une situation où on a une somme qui nous est allouée à une fréquence plutôt courte, à un budget qu'on doit gérer tout seul, c'est-à-dire Oui, c'est ça, la gestion du budget toute seule, qu'on doit gérer tout seul avec pas forcément les conseils qui vont avec. Et le troisième conseil, c'est pour quelqu'un qui souhaiterait rentrer. Donc, il faut tout simplement réfléchir sur votre projet et le maturer. Donc, il faut pas que ce soit juste une décision sur un coup de tête. Donc, on arrive au bout de l'émission. Avant de sortir, on va vous faire un petit point éco, point info éco sur l'actualité économique en Afrique. Donc, point éco, point info éco. Donc, c'est un petit point comme ça qu'on vous propose à chaque fois un podcast pour vous donner une actualité sur l'économie en Afrique en quelques points. Et après, on essaie de dire 2-3 mots dessus rapidement. Je vais peut-être poser une question avant. Tu es dans quelle banque, Hilary? À la Société Générale. Société Générale. Et toi, tu es dans quelle banque, Yvon? Société Générale, pareil. Pareil pour moi, je suis entre autres à la Société Générale. Donc, la Société Générale, vu qu'il s'agit d'eux ici, annonce son départ de plusieurs pays africains. Donc, il faut le rappeler, la Banque Société Générale est classée 17e mondial dans le secteur bancaire. Donc, c'est une très grosse institution. Ça a d'ailleurs été confirmé par le panel. Nous sommes 3 et nous sommes tous affiliés dans cette banque. Donc, elle a lancé il y a depuis quelque temps une campagne de fermeture de ses filiales dans les pays africains. Et il faut souligner que c'est pas la seule, hein. Il y a un mouvement assez général qui a été lancé il y a quelques temps. Ça part des années 2020 à partir de là où on a plusieurs institutions financières britanniques et françaises qui se retirent progressivement des pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et un petit peu l'Afrique du Nord aussi. On commençait par exemple la BNP et Crédit Agricole qui sont déjà retirés de plein de pays en Afrique. Et parlons des causes, certains parlent de recentrage du monde bancaire occidental sur son précaré, donc ils rentrent un petit peu dans leur zone géographique. Et d'autres parlent de difficultés liées à la politique économique des pays africains. Donc depuis le mois de juin 2023, la Société Générale a annoncé son retrait de 6 pays en Afrique, donc le Burkina Faso, le Congo, la Mauritanie, la Mozambique, la Guinée équatoriale et le Tchad. Donc les acteurs bancaires africains, privés et publics, en profitent, notamment en reprenant ces filiales et en redéfinissant comme ça le nouveau visage du milieu de la banque en Afrique. Donc voilà pour le point éco. Qu'est-ce que tu en penses, Yvon? Bon. Qu'est-ce que tu penses de ce point éco? Retrait d'une institution financière aussi grosse que la Société Générale de tout un continent africain. On convient que sur le plateau que c'est une décision ouais, c'est une nouvelle que je découvre. assez importante. Je voulais dire que ça me surprend un peu, mais c'est pas comme si je connaissais les conjectures économiques dans ces pays ou bien les résultats de ces banques dans les pays respectifs. Mais je sais bien, j'avais vu une interview d'un directeur de banque africain qui disait que le secteur bancaire a du mal à se développer dans nos pays respectifs parce que la couverture bancaire de la population locale est très faible. Les banques, bon, en général, dans nos pays, il y a une, deux, trois grandes villes. Les banques ont des filiales dans ces villes, sont localisées dans ces villes principalement. Et l'accès aux banques, aux guichets, n'est pas facile, c'est pas évident. Donc, ce qui limite la couverture bancaire, et c'est la raison pour laquelle
je ne sais pas comment on les appelle, les mobile money, ça s'appelle comment? Les néobanques. Transfert d'argent par mobile. Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle c'est ce genre de structure qui, eux, pouvaient déployer une plus grande couverture vers la population sans trop de procédures administratives aussi, en réduisant les procédures administratives, en réduisant les frais bancaires, parce qu'ici, on paye des frais bancaires à 5 euros. Mais 5 euros en Afrique, ça représente, c'est pas 3 000 francs CFA. Et 3 000 francs CFA mensuellement pour garder ton argent, ça fait beaucoup, tu vois. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai que c'était difficile de voir comment ces structures allaient rester longtemps sans changement de la situation locale. Donc, au départ, ça m'a surpris, mais sur cet aspect-là, ça allait logique. Et après, tu as dit que ça pouvait être pour recentrer les positions de la banque sur le précaré. Oui, sur l'économie européenne. Je n'ai pas d'avis là-dessus, franchement. Ouais, peut-être. Je pense pas. Et là, est-ce que tu as un avis, est-ce que tu as un point de vue sur le point info? Comme ça, je dirais pas forcément. Mais après, est-ce qu'il faut pas chercher est-ce qu'il n'y a pas un côté positif à ça? Question. Est-ce que ça ne ferait pas que, question bête, hein, mais est-ce que ça ne ferait pas du coup que les structures africaines se bougent un peu pour faire quelque chose de mieux? Après, tu me diras qu'il y a déjà des banques en Afrique qui existent et qui sont pas mal. Mais est-ce que ça ne serait pas une façon d'enlever un peu Après, tous les moyens sont bons pour évoluer, pour faire évoluer un pays ou un continent. Mais est-ce que ce serait pas là une façon de se dire pour ces pays où, du coup, la Société Générale s'est retirée, pour les pays où elle va se retirer, de se dire, OK, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose d'équivalent qui correspond à notre modèle? Je sais pas si je dis modèle économique, mais qui correspond un peu à notre besoin, aux besoins de notre pays. Et justement, quelque chose qui existe déjà et qui est pas mal, c'est ces transferts d'argent, par mobile. Est-ce que on n'en ferait pas quelque chose de mieux à l'échelle? Après, ça sera peut-être en plusieurs années, mais est-ce qu'on ferait pas quelque chose à l'échelle d'une banque comme la Société Générale, mais qui ressemble quand même à ceux dont on parle, c'est-à-dire ces transferts d'argent. Enfin, c'est la chose à laquelle moi je pense. Donc, redéfinition, parce que l'un des avantages dans le point, c'était que ces filiales sont du coup rachetées par des acteurs privés au public africain. Et du coup, ils pourront profiter derrière pour redéfinir le nouveau dynamisme dans ce secteur-là. Mais tu l'as dit tout à l'heure, Yvan, c'est très vrai, c'est que le taux de bancarisation dans les pays africains est très, très faible. Très faible aujourd'hui, et c'est dû à plusieurs raisons. On a la proximité avec les banques. Les banques, comme tu as dit, les grosses banques, les banques principales sont localisées dans les grandes villes et un peu moins dans les zones rurales. On a les frais de banque aussi, mais je pense un peu pas trop les frais de banque parce que ces applications mobiles de transfert, elles consomment quand même. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est que les frais de transfert d'argent, de retrait d'argent, d'envoi d'argent sont trop élevé. Ça, je dis le mot aussi, c'est trop élevé. Trop élevé. Je pense pas que par rapport à des frais bancaires, ce soit moindre. Donc, je mettrais pas trop les frais bancaires à l'intérieur. Je mettrais la proximité, je mettrais également les procédures administratives. Pour faire des procédures administratives, il faut avoir un niveau d'accès à ces procédures également élevé. Donc, c'est très souvent compliqué de pouvoir faire la procédure pour ouvrir un banque. Ouais, ça peut être des raisons comme ça qui justifient le taux de bancarisation faible en Afrique. Mais pour revenir au point éco, je trouve que c'est très intéressant ce que Hilary a dit, c'est que c'est plutôt un point, on peut le voir comme un point positif. Et moi, je ne pense pas que ça a été un choix personnel d'enlever ou bien de faire un retrait tout simplement des pays africains. Je pense que ça a été un choix conditionné par peut-être une redéfinition de la politique économique de ces pays-là, parce que même si le taux de bancarisation est faible, faut avouer que les marges sont quand même intéressantes, parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont explosés en Afrique, qui sont très intéressants. Donc les banques arrivent à sortir, à faire leurs marges. Donc je pense pas qu'il y ait un retrait pour des conjonctures
des conjonctures économiques. C'est plus lié à la redéfinition de la politique économique du pays. Puis c'est un point positif parce que pour moi, ça représente une indépendance économique. Pour avoir une indépendance économique, il faut avoir le contrôle sur sa finance. Donc, je le vois comme un avantage. Les pays africains pourront avoir le contrôle sur leurs finances et avoir le contrôle sur le développement de leur pays. Mais nuance, attention, parce que des grosses structures comme la Société Générale qui quitte le précaré africain, c'est une grosse expertise et c'est une grosse expérience qui s'en va. Donc, c'est positif d'un côté, mais d'un autre côté, il faudra, je pense, mettre des conditions en place pour retenir les acteurs principaux et les experts, ceux-là qui ont la maîtrise et qui pourront aider dans la redéfinition de la politique. Là, il faudra mettre en place des politiques de formation de la ressource humaine locale qui pourra gérer cette politique. Et il faudra mettre en place des politiques pour attirer les talents. Donc la jeune diaspora africaine qui pourra rentrer œuvrer pour ça. Donc pour moi, c'est un point positif, mais qu'il faut savoir gérer. Bon, c'est de la politique, je pense. Politique économique ou politique tout court. Une telle structure s'investit forcément dans la politique et ce genre de décisions ne serait passé sans que les acteurs principaux économiques n'aient le mot à dire. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, exactement. On ne peut pas faire comme si ça ne dépendait pas d'eux et qu'ils n'avaient pas le mot à dire là-dedans. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop me prononcer et nuancer un peu les propos. Voilà, donc point info éco. La vraie fin, maintenant, on arrive à la fin de l'interview. Merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité du jour, Hilary, d'avoir accepté de jouer le jeu, de participer, de partager son expérience, ce qui est d'ailleurs très enrichissante. Et on espère que ça pourra aider un grand nombre parmi dans la communauté. Voilà. Donc, petit rappel pour vous abonner, si c'est pas encore fait. Likez et surtout partagez pour élargir le canal de diffusion. On vous souhaite bon dimanche. Bon dimanche à vous et à la prochaine vidéo. Merci. Bon dimanche et à bientôt. À bientôt.